Bonjour à tous, nous sommes le 14 août 2021. Nous célébrons aujourd'hui la journée de la désaliénation. 14 août 1791, 14 août 2021, 230 ans après la grande révolte des Africains dans l'île de Saint-Domingue. Alors, quels sont les combats menés par le mouvement noir de libération et les outils d'organisation créés pour vaincre l'aliénation et impulser la désaliénation au plan individuel et collectif? Alors, j'aurais tendance à dire plusieurs outils. Cependant, il faut les trouver. Et modestement, nous vous proposons pour cette première séance, qui démarre le 14, qui va se poursuivre le 22 et le 23 août, quelques sélections afin d'impulser un changement de paradigme pour imposer le programme politique, l'écologie africaine de l'humanité. Journée internationale de la désaliénation, 14 août. Programme numérique Label Mahon, proposé et coordonné par le Cercle du Marronnage, la Coalition 2011 et le Mouvement international pour les réparations, section France. Et 5 siècles, ce n'est pas rien. Pendant 5 siècles, il y a eu tout un matraquage qui a pris aux descendants d'Africains déportés, les uns à avoir honte de l'Afrique et des Africains, les autres à haïr l'Afrique parce que c'est elle qui nous a vendus, nous apprenait-on depuis longtemps, hein, parce que ça se faisait depuis le 18e siècle déjà, et surtout au 19e siècle. Ces légendes a eu la vie très très longue et la peau très dure. Et cela est bien rentré dans les mentalités. Donc, entre la honte d'être descendant d'Africains, la rancune envers cette Afrique qu'on nous apprenait, avait vendu ses enfants, il s'est créé toute une mentalité très complexe et compliquée, de refus, de rejet de soi-même. Donc, nous, les descendants d'Africains déportés en Amérique, nous avons été dressés et formatés pour rejeter nos origines, pour mépriser nos origines. Nous méprisions, nous avions appris à mépriser l'Afrique et cela faisant, nous méprisions nos origines à nous, c'est-à-dire nos aïeuls. Et en partant, nous-mêmes. 14 août, Journée internationale de la désaliénation. Qu'est-ce que l'aliénation? Selon la définition du dictionnaire Larousse, 1. Transmission volontaire ou légale à autrui de la propriété d'un bien ou d'un droit. Synonyme, cession. Contraire, acquisition, annexion, appropriation, conservation. Définition 2. État de quelqu'un qui est aliéné, qui a perdu son libre arbitre. Définition 3. Situation de quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être, de vivre. Synonyme, perte. Expression, aliénation mentale, non donnée aux troubles psychiatriques qui nécessitent l'hospitalisation permanente du malade. Ma suggestion tactique de désaliénation concrète. La Journée internationale de la désaliénation doit donner lieu à la mise en place d'un véritable programme de désaliénation économique, politique, financière, des contrats, des pseudo-accords de partenariat public-privé et accords de coopération des traités internationaux. De façon à casser tous les contrats uniques qui ne prévoient pas le transfert technologique obligatoire imposé lorsque entrent dans la fabrication d'un produit les matières premières africaines, pour ainsi imposer dans tous les contrats les clauses spécifiques de non-agression afrophobe afin de constitutionnaliser la réappropriation par nous des principes de Sullivan, Global Compact, par rapport à la RSE, de constitutionnaliser notre droit individuel à réparation pour réindustrialiser Gama,
valoriser nos ressources stratégiques, matières premières, savoir-faire traditionnels à haute valeur ajoutée, afin d'avoir la maîtrise de la formation des prix et de l'échelle des valeurs qui ancrent dans la norme ce que nous voulons et ce en quoi nous croyons. L'écologie camite de l'humanité, par la création d'entreprises, d'emplois bien rémunérés qui participent à la redistribution des richesses, par ce que nous pourrons appeler l'Ubuntu factuel endogène, plus communément appelé par nous Tout Moun C'est Moun, au bénéfice des Africains du continent et des Africains qui vivent à l'extérieur du continent, de façon à mieux structurer le statut de 6e région qui va nous permettre de travailler à la reconstruction de nos équipements, infrastructures, industries, instituts de recherche appliquée, centres de formation professionnelle de qualité dans les secteurs de pointe, c'est-à-dire reconstruire nos sociétés. Par la mise en place de formations de formateurs militants, d'autodéfense préventive renforcée, d'offres de services structurants qui sacralisent nos savoirs traditionnels, par l'éducation financière familiale, camite, d'éveil des consciences et d'essor économique communautaire. Selon le principe de l'atelier numéro 6, Résistance au harcèlement, mois de l'Afrique à Nantes 2016. Pendant plusieurs siècles, l'Occident a organisé le trafic des Noirs. Pendant plusieurs décennies, la colonisation européenne a broyé du noir en laissant des traces. Pendant plusieurs siècles, l'Occident a organisé le trafic des Noirs. Pendant plusieurs décennies, la colonisation européenne a broyé du noir en laissant des traces. Il y a eu toujours des Africains déportés en Amérique et des descendants d'Africains déportés en Amérique qui ont eu conscience de ce qu'il fallait se battre contre cette situation de fait et d'abomination et d'anéantissement. Mais ces hommes et ces femmes qui ont eu conscience de ce que noir voulait dire et de ce qu'oppression raciale voulait dire, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour se battre contre cet état d'aliénation qui était le nôtre. Mais cette aliénation a eu beaucoup de temps. Il y a eu plusieurs siècles pour bien s'enraciner parmi nous, pour nous formater. Si bien qu'aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de ce que pratiquement dans tous les pays d'Amérique, il y a des associations de Noirs qui sont vraiment très militantes, mais celles-là sont encore pour le moment une minorité. Mais ce qui est important, c'est que ces minorités existent, que ces minorités n'auraient jamais dû exister compte tenu de tous les processus d'aliénation, de matraquage, vraiment, d'aliénation culturelle et raciale, pour toute cette période pendant laquelle nous avons été formatés pour adhérer à quoi? Pour adhérer à l'idéologie de la suprématie blanche, à l'idéologie dominante qui était l'idéologie de la supériorité des blancs, de la supériorité des chrétiens et surtout de la supériorité de la race blanche. Même si aujourd'hui il ne faut pas parler de race. En août 1791, les Africains se libèrent de l'esclavage à Saint-Domingue, territoire de la future Haïti. En France, c'est la Révolution, laquelle va durer de 1789 à 1795, et j'ai choisi de revenir sur 2 épisodes qui se passent en France et qui vont nous aider à contextualiser notre propre histoire à ce moment-là. Nous savons que les combattants de la liberté dans les colonies d'Amérique sont en résistance à la créolisation, au paradigme créole, au paradigme des colons. Pour résumer, un dieu masculin blanc, un paradis et un enfer, une malédiction pesant sur les noirs, un rachat possible si on sert bien le maître pour avoir une chance d'éviter de brûler en enfer. Il y a même des catéchismes pour bien expliquer tout ça aux individus qu'il faut créoliser. Nous savons que ces combattants africains de la liberté, qui sont en lutte contre l'esclavage,
sont dans un autre paradigme qui est celui du tout moun c'est moun, c'est-à-dire tout être humain est un être humain, toute vie vaut une vie, qui est le paradigme de la charte du Mandé, le paradigme du Bukongo, le paradigme de l'Ubuntu. Mais ce que nous devons comprendre, c'est le paradigme dans lequel se situent leurs agresseurs, c'est-à-dire ceux qui ont conceptualisé et qui maintiennent le système colonial, le système concentrationnaire de la plantation esclavagiste. Alors pour le découvrir, j'ai choisi d'examiner 2 événements comme point d'entrée. Et je vais commencer par ce qui se passe dans la région de Nantes en 1793-94. Ensuite, je vais m'intéresser au massacre qui avait eu lieu le 17 juillet 1791 à Paris. Alors, à Nantes, concrètement, les paysans entrent en guérilla. Ils entrent en guérilla parce qu'ils refusent d'être enrôlés pour aller mener des guerres vers les frontières de l'Est de la France. Il y a un décret qui est paru le 13 février 1793. Et ces gens qui ne parlent pas français, pour qui l'Est de la France c'est un autre monde et qui ont des familles en charge, bah, ils n'envisagent pas une seconde d'abandonner leur champ et leur travail pour partir dans une guerre lointaine. De surcroît, ils ont déjà été échaudés par la Révolution, qui a bien su les utiliser pour opérer divers changements, et notamment pour prendre les biens de l'Église. L'entité morale, hein, Église. Parce qu'il y avait des prêtres très riches, bon bah eux, ils ont des biens, leurs biens leur sont personnels, mais on parle des biens de l'entité morale, Église. Et au final, eux qui espéraient récupérer quelques lopins de terre, bah, ils n'en ont pas vu la couleur, et c'est ceux qui avaient de l'argent. Alors peu importe que ce soit des roturiers, des curés ou des nobles, ceux qui avaient de l'argent, qui ont mis la main sur les biens de l'Église. Et les petits paysans et les journaliers, bah, qui n'ont pas d'argent, bon, bah, n'ont rien retiré de tout ça. Donc cette fois-là, ils refusent de suivre les ordres et ils refusent l'enrôlement. Va alors s'abattre sur eux une répression hors norme qui a retenu mon attention parce qu'elle a la particularité de prétendre intégrer la modernité. Je veux dire par là la technicité, quoi, qui est caractéristique de la modernité. Or, il se trouve que c'est la région de Nantes qui va être prise comme en quelque sorte la zone expérimentale. Et pour les concepteurs, il va falloir premièrement passer un niveau supérieur de tuerie de masse, passer un niveau supérieur de gestion de cadavres et savoir rentabiliser au mieux tout ça. Alors concernant les consignes qui vont être données aux exécutants, elles sont au final d'extirper la rébellion et l'idée même de rébellion, en exterminant, je cite, cette race rebelle, dont les femmes en âge de se reproduire et les enfants, de ne faire aucun prisonnier et au final de débaptiser la Vendée pour en éradiquer jusqu'au souvenir. Il faut dire que le contexte en mars 1793, c'est que les 2/3 de la France sont en insurrection contre le pouvoir central et que si les forces étrangères et à l'ouest, notamment anglaises, débarquent, c'est la révolution elle-même qui peut être mise en péril. Le défi est donc de tuer des centaines de milliers de personnes et en particulier des civils, donc hors d'un champ de bataille. Hein. En 1794, on n'est plus dans une confrontation d'armées. Et d'exterminer ces gens en un temps record, ce qui appelle une évolution des méthodes. De la même façon que la décapitation au sabre qu'on a substitué à la décapitation au sabre la guillotine, mais la préoccupation est de passer à un niveau de technique supérieur. Nous sommes véritablement au siècle des encyclopédistes, dans l'esprit des Lumières, dans la marche pour toujours plus de rationalité et d'efficacité, et de toute façon, les méthodes de tuerie traditionnelles sont insuffisantes, nommément la guillotine, qui est beaucoup trop lente pour atteindre les objectifs chiffrés qui ont été fixés. Second point, cela a un coût et, pour employer les termes d'aujourd'hui, un business plan doit être attaché à l'opération. Une double préoccupation transparaît, à la fois d'économie,
On voit tel militaire qui indique qu'il privilégie le fait d'égorger pour économiser les munitions. Et puis, un souci de rentabilisation au-delà du pillage des biens. C'est donc un double challenge parfaitement macabre, hein, et éminemment fondateur de cette modernité à laquelle notre génération se trouve confrontée et qui se veut totalement rationnelle et scientifique. Et aussi, c'est un pan d'histoire franco-française qui est traité par l'État français de la même façon qu'il traite notre histoire à nous, Noirs. C'est-à-dire un pan que l'État a décidé de frapper d'oubli. Cela même, alors qu'il va y avoir le décret du 1er août 1793 et la loi du 1er octobre 1793 pour la gestion de l'anéantissement de la résistance, pour le populicide, c'est comme ça qu'il parle, hein, et pour le remplacement de population, qu'il va y avoir la loi du 7 novembre 1793 pour redécouper le territoire administratif et débaptiser, rebaptiser la Vendée en Vendée, et qu'il va y avoir le plan d'action du général Louis-Marie Turreau, qui est nommé en novembre pour la finalisation. Nous ne sommes donc pas dans quelque chose d'informel ou de non documenté, il s'agit de dépopulationner, hein, c'est le terme employé, une région, et d'effacer son souvenir et d'effacer ensuite la mémoire du crime, quoi. Alors passons maintenant à l'aspect pratique, pour faire court. On va mobiliser des scientifiques pour rationaliser la pratique et relever le défi de cette tuerie de masse d'une ampleur d'exception. Il y a du banal, entre guillemets, donc tout brûler, emporter les vivres, moissonner les champs, affamer les rebelles. Et puis il y a du novateur, du scientifique, tels que les essais d'empoisonnement de masse par gaz pour empoisonner l'air de la contrée. Alors on fait des essais dans les prés où pâturent les moutons. On pense aussi à des empoisonnements par usage d'arsenic. Mais au final, l'urgence ne permet pas d'obtenir dans les temps voulus des résultats scientifiques concluants. Néanmoins, dans les localités situées en bordure de fleuve, on va pouvoir dépasser le stade artisanal de l'égorgerie en mettant en œuvre, par exemple, des noyades de masse. Nantes, on nous dit, est au départ rempli de cadavres, que les chiens errants dévorent, ils lapent le sang, etc. Et puis ensuite, on passe à autre chose, on met les gens nus, on récupère leurs effets, leurs bijoux et leur argent, hein, s'il y a lieu. On les fait entrer dans des bateaux, où on les attache par deux, et puis bon, on les embarque comme ça par centaines, et puis on ouvre des trappes et on les noie. Et on achève de désacraliser la pratique en plaisantant. Exactement, hein, comme le font certains étudiants en médecine jusqu'à aujourd'hui, hein, en jouant avec les cadavres qu'ils doivent disséquer. Et en dénommant le crime, quand on a attaché les victimes par deux, mariage républicain, et la noyade, déportation verticale. Et relativement alors au business plan qui se développe dans la région, eh bien, il y a une activité manufacturière qui se base sur le traitement de produits humains, notamment les tanneries de peau humaine, qui vont fournir un cuir qui sert, entre autres, à l'habillement des militaires, et puis les savonneries, les fabrications de savon à partir de graisse humaine. Et pour ce qui est du traitement des restes, on va initier des crémations dans les fours à pain. On comprend donc combien, 10 ans plus tard, les techniques qu'emploie l'armée napoléonienne pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, donc en 1802, elles s'inscrivent dans la continuité. Claude Ribes écrit sur son site une autre histoire. Il écrit, je cite, « En 1802, inaugurant une technique d'extermination qui allait être banalisée 140 ans plus tard par Hitler,
le corps expéditionnaire de Napoléon commença à exterminer les afro-descendants civils de Saint-Domingue, en enfermant des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards dans des cales de bateaux où l'on faisait brûler du soufre. Et puis Claude Rib parle des bateaux de Napoléon comme de chambres à gaz flottantes de Saint-Domingue, et il indique, je cite, que les malheureux succombaient dans des souffrances atroces à l'inhalation de dioxyde de soufre, le gaz produit par la combustion, et les cales étaient ensuite vidées par les marins. Voilà. Et donc pour aller vite, on saisit la continuité jusqu'au gazage de masse lors de la guerre 14-18, puis en 1935, le gazage des Éthiopiens, y compris les civils, par Mussolini. Et en fait, ça évoque juste la dératisation ou le gazage des cafards dans les maisons. Bref, l'élimination de ceux qui ont été désignés comme nuisibles. Donc voilà pour mon illustration de ce qui se passe en France, dans la région de Nantes, pendant que les Africains se libèrent de l'esclavage à Saint-Domingue. Pour clore ce chapitre du 14 août 2021, nous vous proposons les misères des Lumières, le sommet de la raison, le sommet de la sauvagerie. Le grand siècle, les Lumières, le sommet de la raison, et en même temps le sommet de la sauvagerie. Le sommet de la raison et le sommet de la sauvagerie sont de la même journée, sont de la même heure. Les lumières brillent pendant la traite. Patrie des droits de l'homme, ternie par les ombres et les misères des Lumières. Avec les misères des Lumières sous la raison, l'outrage, vous livrez en parallèle en 1997 une réflexion fondamentale sur la mémoire et sur l'histoire. Vous y relevez un long silence de l'historiographie française sur l'esclavage. Nombre de vos ouvrages sur l'esclavage ont créé donc la polémique. La coïncidence dans le temps du grand siècle et puis des Lumières avec la traite est quelque chose d'assez difficile à digérer. Les philosophes aiment bien raconter Descartes, Malebranche, Rousseau, Montesquieu, et puis descendre jusqu'à Kant. Et ils ne voient en gros que de la grandeur là-dedans. Leur mettre sous le nez un texte et des textes qui démontrent avec une diaphanité totale que cette philosophie, ces siècles de philosophie, ont négligé complètement le phénomène, appelons le phénomène traite-esclavage, était inadmissible. Raconter aux philosophes que lorsque Rousseau parle d'esclavage, il ne parle pas du tout de l'esclavage des nègres, mais il parle de l'esclavage au sens où le sujet d'un roi est le sujet d'un tyran et par conséquent est un esclave. Et quand Rousseau dit « je vois des esclaves partout », il ne voit pas les esclaves de la Martinique, il ne voit pas les esclaves des Antilles, il voit les citoyens des nations civilisées, des nations chrétiennes, soumises aux caprices d'un tyran. Et donc, montrer par A plus B, par la cruauté des textes, ce que raconte le Code et ce dont ne parle jamais la philosophie, était difficile à admettre. Par conséquent, la philosophie a encaissé, si vous voulez, petit à petit il est venu, mais à l'apparition du Code, il n'y a pas eu de réaction, pas une seule, que je sache, à part le journal Le Monde, à part le Canard enchaîné, si vous voulez, il n'y a pas eu de loi philosophique s'étant élevée à ce propos. Il a fallu attendre une petite note de Derrida, le grand Derrida, qui tout d'un coup se réveille 15 ou 20 ans après, et il dit qu'effectivement, lire Rousseau est une chose, le lire en ayant le code noir sous la main, sous les yeux, en est une autre. Voilà donc pourquoi le silence du philosophe. Le code noir était bien une monstruosité juridique, mais comment expliquez-vous que plus de 30 ans après cette exhumation, il y a encore des débats d'historiens et d'hommes politiques autour de la positivité du code noir? Comment expliquer ça? Je me l'explique mal parce que je ne sais pas du tout où on peut voir la positivité d'un code qui,
d'un code qui, encore une fois, contient ces deux articles. Tout ce qui précède, tout ce qui suit, est renvoyé à ça, à la naturalité de la naissance d'un esclavage. Journée internationale de la désaliénation, 14 août. Programme numérique Label Mahon, proposé et coordonné par le Cercle du Marronnage, la Coalition 2011 et le Mouvement international pour les réparations, section France.